Joliba Morning News. Session extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Plusieurs points étaient sur la table, notamment les derniers développements de la transition au Mali. L'émission des débats politiques en toute liberté recevait Husseini Amion Guindo, le président du parti CODEM, le décryptage avec Harouna Salia Kone. Le président russe Vladimir Poutine appelle les talibans à tenir leurs promesses, sujet à retrouver dans la page internationale. On se retrouve pour ce Joliba Morning News, chers téléspectateurs, bienvenue à tous. Le Conseil national des bureaux de placement payants et entreprises de travail temporaire, CONABEM, a tenu ce jeudi 16 septembre 2021 son assemblée générale ordinaire, objectif procéder au renouvellement de ses organes. El Hadj Malik Guiteye. C'est l'ère du bilan au CONABEM, le Conseil national des bureaux de placement payants et entreprises de travail temporaire du Mali. Après 2 mandats, le bureau sortant a tenu ce jeudi 16 septembre 2021 l'Assemblée générale ordinaire en vue du renouvellement de ses organes. C'était au Conseil national du patronat du Mali, CNPM. L'exercice auquel vous allez vous prêter tout à l'heure, à savoir l'examen et l'adoption des différents rapports de l'année dernière, est un devoir que vous avez vis-à-vis de vos membres, car leur permettra d'avoir les informations sur toutes les actions que vous avez entreprises à leur nom. Ainsi, le président du bureau sortant, très satisfait des résultats, est revenu sur les acquis des 2 derniers mandats. Mais l'essentiel, nous pouvons retenir que le CONABEM de 15 membres aujourd'hui à 58 membres. Il y a une évolution considérable. Deuxièmement, nous avons un siège qui est équipé et qui est fonctionnel. Troisièmement, les réunions qui étaient tenues de façon mensuelle maintenant se tiennent de façon hebdomadaire. Et cela sans discontinuer pendant les 2 mandats successifs. Mais qu'à cela ne tienne, le président sortant Boubacar Toutou Kanté déplore certaines insuffisances. Il y a beaucoup d'agréments qui ont été distribués par l'administration du travail qui n'exercent pas, ou bien qui exercent plus ou moins dans l'illégalité et qui rejaillissent de façon négative sur l'image de tous les cabinets et privés d'emploi. À l'issue de la journée, un nouveau bureau composé de 13 membres a été élu. Ils auront désormais la lourde tâche de combler les insuffisances du CONABEM. Parmi les acquis, il y a déjà l'état des lieux, faire l'état des lieux de tous les membres du CONABEM. Comme vous l'avez aussi remarqué, il y a beaucoup d'insuffisances. Ce sont ces insuffisances qu'on va identifier pour chercher à la combler. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, présent à la cérémonie d'ouverture et visiblement satisfait du travail du CONABEM, a rassuré le soutien de son département pour les futures actions. Les 2 présidents, je vous assure que mon département va vous accompagner. Et séance tenante, parce que vous avez souhaité travailler avec les autres agences de mon département, séance tenante, je vous dis que mes alliances vont vous contacter pour faire une réunion de travail et voir comment on peut cibler davantage cet accompagnement. Créé en 2006 grâce à l'appui de l'ANP, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, le Conseil national des bureaux de placement payants et entreprises de travail temporaire CONABEM a plusieurs objectifs, notamment la promotion du placement et du travail temporaire, de l'emploi et de la formation professionnelle. Pour cela, la structure mène plusieurs activités qui sont entre autres l'organisation ou la participation aux colloques, séminaires ou ateliers de formation concernant tous les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle au Mali et la publication d'articles, d'enquêtes et de travaux spécifiques. Les auteurs des coups de force du 18 août 2020 et du 24 mai 2021 bénéficient désormais d'une amnistie. C'est à la faveur de l'adoption de 2 projets de loi par le Conseil national de transition que le colonel Assimi Goïta et ses compagnons sont mis à l'abri de toute poursuite judiciaire, telles que le complot militaire ou l'insoumission. Abdoulaye Koniba Konaté et Aminata Chektal nous en disent plus. 99 voix pour, 2 contre et 2 abstentions. Le Conseil national de transition a adopté jeudi 2 projets de loi pour amnistier les membres de la junte militaire. Ces hommes en treillis ont orchestré et conduit 2 coups d'État en 9 mois. Si le premier a renversé le 18 août 2020 le président démocratiquement élu Ibrahim Boubacar Keïta, le second putsch a visé l'ex-président de la transition Bandao
qui avait été proposée par la junte elle-même. En effet, aucune poursuite judiciaire ne peut donc être engagée contre les auteurs des infractions. On ne peut pas poursuivre des responsables pour des infractions comme complot militaire, insoumission, etc., selon le président de la commission des lois du CNT, Souleymane D. De ce fait, les membres de l'ex-comité national pour le salut du peuple, CNSP, peuvent donc dormir du sommeil du juste, car ils sont blanchis de toute action judiciaire à leur encontre dans l'avenir pour tous les crimes et délits commis lors des 2 putschs, grâce à cette loi défendue par le ministre de la Justice, Mamadou Kassogué. Cependant, des voix s'élèvent contre l'adoption de cette loi qui, selon ses opposants, est antidémocratique. Ramata Diaouré, membre du Conseil national de transition CNT, estime que ce n'est pas un bon signal dans la lutte contre l'impunité. Fin de citation. Dans la même logique, l'ex-ministre de la Justice Mamadou Ismaël Konaté tweet « Même une amnistie a des limites ». Fin de citation. Il est à rappeler que les auteurs du coup d'État du 22 mars 2012 contre le président Amadou Toumani Touré avaient aussi été amnistiés par l'Assemblée nationale à l'époque, suite à un acte qui est défini par la Constitution malienne comme étant un crime imprescriptible. La coordination des mouvements de l'Azawad est contre l'arrivée des mercenaires au Mali, suite aux informations qui circulent sur la question, notamment sur les réseaux sociaux, sur cette arrivée des mercenaires russes au Mali pour protéger les autorités. La coordination des mouvements de l'Azawad s'est exprimée à travers un communiqué. Elle s'oppose à tout usage de milices étrangères. Oumou Makalo. Après le lancement d'une offensive diplomatique pour tenter de dissuader la junte au pouvoir à Bamako de concrétiser ce rapprochement avec la Russie par la France, c'est au tour de la coordination des mouvements de l'Azawad SEMA qui dénonce dans un communiqué publié ce jeudi 16 septembre 2021 une forte condamnation et opposition à tout usage des milices, quelle que soit leur nature et le motif qui les sous-tend, et tient l'État malien responsable de ce qui arrivera s'il exécutait malgré tout. Elle souligne que ce sont les populations civiles déjà meurtries et en état de santé fragile par une décennie de crise qui vont payer le prix de l'utilisation des mercenaires Wagner, connus pour leur violation de droits de l'homme dans les pays où ils sont déployés, notamment en Centrafrique et en Syrie. Elle estime également que la priorité pour la stabilité du Mali est d'aller rapidement à la mise sur pied de l'armée reconstituée conformément aux dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, en investissant tous les moyens et les efforts à cet effet sur la sûreté d'une paix durable et d'une sécurité générale au profit de tous, selon la SEMA. En outre, la coordination des mouvements de l'Azawad prévient que si l'État s'entête à déployer ses mercenaires, il se verra dans l'obligation d'assurer entièrement et clairement sa responsabilité. Les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont réunis ce jeudi 17 septembre 2021 en session extraordinaire à Accra, République du Ghana. L'examen de plusieurs points était à l'ordre du jour, notamment les derniers développements de la transition au Mali. Adama Sanogo. Lors de cette rencontre, les chefs d'État et de gouvernement ont d'abord pris note du rapport de la mission de haut niveau dépêchée en République de Guinée le 10 septembre 2021. Ils ont également pris note du rapport de suivi de la transition politique en République du Mali. Sur l'évolution de la transition politique en République du Mali, la conférence demeure très préoccupée par la démarche lente dans la préparation. Elle a donc réitéré sa demande pour un respect strict du calendrier de la transition devant conduire à la tenue des élections de février 2022, un délai qu'elle a jugé non négociable. Les chefs d'État et de gouvernement ont demandé aux autorités de la transition de soumettre au plus tard à la fin du mois d'octobre 2021 le chronogramme devant conduire aux élections présidentielles. Ils ont insisté que seules les réformes nécessaires pour la tenue de ces élections à la date indiquée devraient être mises en œuvre. Le Mali et la Guinée, deux pays frères et une même réalité.
Concernant la Guinée, la conférence a réitéré sa ferme condamnation du coup d'État du 5 septembre 2021 et a réaffirmé son exigence pour la libération immédiate et sans condition du président Alpha Condé. Par ailleurs, elle a rappelé qu'elle tient les membres du Comité national de rassemblement et de développement CNRD pour responsables individuellement et collectivement de l'intégrité physique du président Alpha Condé. Elle a invité le Comité national de rassemblement et de développement CNRD à œuvrer pour un retour rapide de l'ordre constitutionnel. Le président du parti CODEM était l'invité de notre émission de débat politique en toute liberté. L'ancien ministre s'est prononcé sur la conduite de la transition, les récentes initiatives de lutte contre la corruption et les 100 jours du Premier ministre Choguel. Selon lui, le Premier ministre, depuis sa nomination, ne fait que tourner en rond. Aruna Salia Kone pour le décryptage. L'enseignant de formation et homme politique Hussein Amianguindo n'a pas caché son attachement aux croyances locales. L'islam du Mali porte un cachet indélébile des pratiques religieuses ancestrales locales, nous enseigne Hussein Amianguindo, le professeur d'histoire. L'islam que nous pratiquons, c'est un peu l'islam tropicalisé, donc syncrétiste, avec des survivances de l'animisme. Par exemple, on dit le marabout. Le marabout n'existe pas en islam. L'imam existe, mais le marabout guérisseur est une survivance du féticheur guérisseur. Membre de la coalition des partis politiques contre la prolongation de la transition, le président du CODEM s'est prononcé sur la tenue des assises. Pour lui, ce rendez-vous n'est pas nécessaire. Nous avons dit que nous ne participons pas parce que tout simplement nous pensons que c'est inopportun. On ne change pas la règle du jeu pendant le jeu. Il y a eu une concertation pour fixer le délai de la transition. Sur les rumeurs concernant une éventuelle intervention des mercenaires russes de Wagner, Poulo propose au gouvernement la carte de la prudence et de la transparence. Au-delà des rumeurs, le gouvernement du Mali, en tout cas, prenne la parole pour rassurer les populations sur ce qu'ils sont en train de faire. Il y a des questions de sécurité à gérer, mais il ne faut pas oublier que les questions de sécurité sont liées aux questions de développement aussi. Actualité oblige, les 100 jours de Dr Choguel Kokala Maïga à la primature, Hussein Amianguindo trouve que le Premier ministre ne fait que tourner en rond depuis sa nomination. Il ne faut pas se cacher la vérité. Nous avons fait 100 jours en tournant en rond. Point. Parce que tout simplement, les 100 jours, ce qui pouvait être pour moi considéré comme un résultat notoire, c'était le programme d'action du gouvernement qui avait été déjà présenté. Et malheureusement, ma surprise fut grande d'entendre de la part, effectivement, du même gouvernement que non, ça c'est désormais obsolète. En ce qui concerne les affaires de corruption qui défraient la chronique, Poulo demande à ce que la lutte soit menée jusqu'au bout, mais avec objectivité. Que tous ceux qui ont eu à détourner les ressources publiques, qu'ils soient de l'ancienne majorité ou de l'ancienne opposition, parce que ça se trouve de tous les côtés, que tous ceux qui sont mêlés à des détournements de ressources publiques répondent. Je soutiens cette action, à dire de la part du gouvernement, mais de façon impartiale. Des fois candidat à l'élection présidentielle, l'ancien ministre et député Hussein Amianguindo demande aux militaires de faire le maximum pour sortir de cette transition par la grande porte en organisant des élections libres et transparentes. Sur les traces d'Adama Sanogo, auteur de Ami la Bamakoise. Ami la Bamakoise est une pièce théâtrale qui retrace l'aventure de 3 filles matérialistes qui sont prêtes à tout pour l'argent. Adama Sanogo, l'auteur de cette œuvre, se sert des mots pour soigner le mal dans un style courant. Des précisions avec Fabrice Nounzian-Yovo. Ami la Bamakoise. Une œuvre, une histoire, plusieurs thématiques et problématiques de notre temps. Immigration, réseaux sociaux, prostitution en sont entre autres. Adama Sanogo, alias écrivain du temps, auteur de cette pièce théâtrale, fustige surtout la prostitution en milieu universitaire. La plume est trempée, la scène s'écrit. Tome 1 et 2, avec 21 tableaux, c'est Ami la Bamakoise. Les mots pour soigner le mal, tel est le style esthétique de l'auteur. Le style utilisé dans cette pièce de théâtre intitulée Ami la Bamakoise, c'est surtout le style comique. Parce qu'on a l'habitude de dire que trop de sérieux tue le sérieux. Donc je me suis dit qu'en utilisant ce style comique-là, je vais en même temps faire rire les gens, divertir les gens
sans toutefois m'éloigner du sérieux au fait. Donc en lisant le livre, les gens vont quand même rire et aussi ils vont apprendre beaucoup à travers les thèmes qui sont abordés. Cette œuvre d'Adama Sanogo retrace le vécu de 3 filles, Amila Bamakoise, Gafoula Blanche et Lagaré. Il vient d'être reçu dans l'émission Train littéraire sur Joliba TV News. L'auteur revient sur le contenu de la pièce. C'est une pièce de théâtre en 2 tomes. Le premier tome est composé de 10 tableaux et le tome 2 qui est composé de 11 tableaux. Donc c'est 2 livres en un au fait. Et ça aborde plusieurs thèmes, notamment le racisme, la vengeance, la haine, l'usurpation de fonctions, les inconvénients des réseaux sociaux et la corruption. Les 2 principaux thèmes à retenir dans ce livre sont la dépravation des mœurs et la prostitution. S'il n'y a que des mots pour dire les mots de cette société, alors souffrez de nos mots pour soulager vos maux. Si la vérité ne se trouve que dans la parole ou encore dirais-je le slam, par ma voix les personnalités seront forgées, les mentalités seront dressées. Il est né en Côte d'Ivoire le 28 novembre 1995 et à l'avenir, il compte écrire ses films et devenir réalisateur. À l'initiative des présidents de fédération du parti politique Union pour la République et la démocratie URD, certains cadres du dit parti se sont retrouvés ce jeudi 17 septembre 2021 au Palais de la Culture pour un point de presse sur la situation actuelle de leur formation politique. Écoutons quelques réactions des membres présents à ce point de presse au micro de El Hadji Malik Guiteya. Nous avons convié à cette rencontre pour vous édifier sur la situation de grave crise que traverse notre parti, l'Union pour la République et la démocratie URD. En effet, depuis plusieurs mois, l'URD traverse une crise de mauvaise gouvernance de la direction actuelle, exacerbée par la pré-campagne électorale orchestrée par certaines personnes mal intentionnées qui veulent détruire notre parti. Face à l'aggravation de la situation et au risque d'éclatement du parti, les présidents de fédérations régionales ont décidé de reprendre leur démarche de rapprochement et d'apaisement. C'est l'objet de la lettre que 7 présidents de fédérations sur 9 ont adressée au premier vice-président le 31 août 2021 et qui, en substance, lui demande de prendre ses responsabilités pour sauver le parti. Nos souhaits, voire nos exigences auprès de la direction du parti sont clairs. Ils se résument en 2 points majeurs. 1. Mettre en place, conformément à nos textes, une commission technique dont les missions, la composition, la démarche et les recommandations seront validées par le Bureau exécutif national, notre organe suprême de décision. 2. Organiser la conférence nationale ordinaire prévue le 23 octobre 2021 conformément à nos textes, notamment en respectant son ordre du jour statutaire, à savoir l'adoption du rapport d'activité du BN, la description des perspectives, le remembrement du BN et la relecture des textes. L'image du jour est consacrée au Château Rouge de Tripoli. Dominant le cœur historique de Tripoli, le Château Rouge est l'un des principaux vestiges du système défensif mis en place par les Espagnols au XVIe siècle. Durant leur brève occupation de la ville, le fort fut amélioré par les Hospitaliers, puis par les Ottomans qui lui ont donné son nom actuel, Saraya. Longtemps transformé en dépôt de munitions, il est totalement réaménagé au moment de la colonisation italienne et devient le premier musée de Libye. Présentant essentiellement des vestiges archéologiques, il est baptisé musée classique en 1930 en raison du grand nombre de pièces exposées provenant de la période classique ou antique, puis musée libyen en 1948. Fermé provisoirement pour travaux en 1982, il ouvre de nouveau ses portes en 1988. Le 25 février 2011, en pleine révolte libyenne, le guide de la révolution, Muammar Kadhafi,
harangue la foule depuis les remparts du musée, affirmant que ceux qui ne l'aiment pas ne méritent pas de vivre. À présent, l'actualité internationale, et c'est avec Aminata Traoré. Les Kenyans ont réagi à l'augmentation des prix du carburant qui menace d'aggraver le misère d'une population qui souffre déjà des conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. Les prix des carburants ont atteint des niveaux records après que les autorités de régulation de l'énergie du pays ont mis fin cette semaine aux subventions sur l'essence, le diesel et le kérosène introduits au début de l'année pour apaiser la colère liée à la hausse du coût de la vie. La fin de cette subvention de l'essence, le kérosène, diesel introduit plus tôt cette année pour tempérer le retranchement du coût de la vie, a provoqué une hausse du carburant mercredi à la pompe atteinte jusqu'à 6% dans la capitale Nairobi. Le problème actuel avec le prix du carburant est qu'il est si élevé qu'il affecte tous les autres facteurs de production, ce qui rend la vie insupportable pour nous et pour les personnes que nous soutenons. Les prix devraient encore augmenter dans une quinzaine de jours avec l'entrée en vigueur à partir du 1er octobre d'une taxe indirecte sur le carburant près de 5%, selon les autorités de Nairobi. Regarder les images suffit à faire frissonner, mais Myriam Nicole accepte pour de vrai des racines des arbres et des roches branlant descend la pente vers les titres de championne du monde de descente. À 31 ans, la vététiste est au sommet d'une spécialité aussi spectaculaire que technique. Le 29 août, sur la descente de Val di Sole, dans le nord de l'Italie, l'une des plus difficiles du monde, Myriam Nicole fait défiler les 2 km de pente et dompte les éléments à une vitesse déconcertante sous les encouragements d'un public qui la sait favori. En 4 minutes, la Montpelliéraine se trouve championne du monde pour la deuxième fois de sa carrière sous les acclamations de ses concurrentes. Selon Myriam, j'arrivais en position de leader car j'avais gagné une manche des Coupes du Monde juste avant. Derrière et seule fille d'une famille de 4 enfants, Myriam est tombée dans le VTT étant petite. Dans son sud natal, elle indique qu'elle a des petits frères qui ont fait des compétitions et elle voulait suivre leur pas. Ouais, c'est ça, j'ai 3 grands frères qui font du VTT descente. Alors ils en faisaient en compétition nationale, même internationale. Maintenant ils jouent plutôt dans la cour des masters, mais c'est vraiment ce goût par rapport à mes frères pour vouloir les suivre et faire aller à l'école VTT avec eux tous les samedis. On n'habitait pas loin de l'école VTT. Il va quand même bien maîtriser mon parcours. Je connais exactement entre quel caillou et quelle racine je vais mettre mes roues. On l'étudie beaucoup. On a un premier jour de reconnaissance sur le vélo où moi je vais particulièrement lentement parce que tant que j'ai pas tous les éléments en main, je peux pas lâcher. Donc on apprend le parcours. On travaille beaucoup avec des caméras sur le casque et des personnes autour de la piste pour voir les passages les plus rapides. Et ensuite on se fait son parcours, on se fait sa visualisation qu'on fait juste avant le départ. Et le résultat, c'est vraiment d'appliquer les trajectoires qu'on a choisies. Elle parcourt des milliers de kilomètres pour aller à la rencontre des électeurs de sa circonscription immense du nord du Québec. Lise Kitabiche, femme et autochtone de 54 ans, se présente aux législatives pour être la voix des populations toujours discriminées et marginalisées au Canada. Cette candidate du Parti libéral nous livre ses impressions. On veut que la guérison se fasse au sein des nations, puis au sein des personnes qui ont vécu le traumatisme de pensionnat. On veut une vie meilleure pour les enfants dans le futur, puis ne pas répéter l'histoire. Je pense que ça, c'est vraiment important, parce que si on n'est pas capable d'assumer les torts sévis, ben la réconciliation elle risque d'être difficile. La candidate néo-démocrate pointe du doigt le racisme qui règne au Canada. Autochtone, mais le racisme, je le vis. Et je le vis à cause de mon mari. Le monde va me voir, ils vont me traiter très bien, mais aussitôt qu'ils vont voir mon mari, c'est là où ils vont avoir
là, je sens une petite différence, la manière qu'ils vont me traiter. Ce père de famille estime que voir un député autochtone est un bon signe. Là, avoir des députés autochtones, tant libéral que NPD, je pense que c'est déjà c'est un bon pas vers l'avant. Là. Puis je pense que c'est encourageant pour les autres qui peut-être un jour ils vont vouloir suivre aussi. Fait que je pense que c'est une bonne affaire. Là. Ça commence bien. Là. Les candidatures de ces deux femmes pourraient néanmoins susciter des électeurs assez déplacés. Sébastien, enseignant à l'école d'études autochtones de l'Université du Québec, rappelle que pendant longtemps, qu'il n'y a eu absolument aucun élu autochtone à la Chambre des communes. En effet, les Premières Nations ont acquis les droits de vote au Canada en 1960. L'inscription de ces deux femmes sur les bulletins de vote est donc source d'espoir pour la région. Je pense qu'elles tracent la voie, estime Cloutier. Par leur participation à les élections, elles font la démonstration que tout est possible pour les femmes autochtones. Lors du sommet de l'Organisation de coopération du Sangay, le président russe Vladimir Poutine appelle les talibans à tenir parole pour normaliser la vie des Afghans et empêcher la violence de se propager dans les pays voisins. L'Organisation de coopération du Sangay, menée par Moscou et Pékin, doit s'imposer comme partenaire des talibans afin qu'ils tiennent leurs promesses de lutte contre le terrorisme, a estimé vendredi le président russe Vladimir Poutine lors d'un sommet. Il est important de mobiliser le potentiel de l'organisation pour faciliter le début d'un dialogue inter-afghan inclusif afin aussi de bloquer les menaces du terrorisme, du trafic de drogue et de l'extrémisme religieux provenant de ce pays, au dire de Poutine, participant par vidéo au sommet de Dushanbe. Il est important de mobiliser le potentiel de l'organisation pour faciliter le début d'un dialogue inter-afghan inclusif et afin aussi de bloquer les menaces du terrorisme, du trafic de drogue et de l'extrémisme religieux provenant de ce pays. Aujourd'hui, les talibans contrôlent pratiquement tout le territoire de l'Afghanistan et les nouvelles autorités afghanes devraient être encouragées à tenir leurs promesses d'établir la paix, de normaliser la vie publique et d'assurer la sécurité pour tous. Par ailleurs, la Russie considère le mouvement taliban comme terroriste, mais dialogue avec lui depuis des années. Moscou s'est montré conciliant depuis leur prise de pouvoir du fait de leur promesse de ne pas laisser l'organisation terroriste s'y établir, de ne pas s'attaquer à leurs voisins, notamment le pays d'Asie centrale allié de la Russie, et de juguler les trafics d'héroïne. Chers téléspectateurs, c'est tout pour ce Joliba Morning News. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Morning News.